Le 2 juillet 2025, à 22h30 pétante, notre équipe ukrainienne de lance-roquettes Vilka M, planquée dans les bois sombres du Donbass, se prenait pour le prédateur ultime. Ils ignoraient totalement que le karma venait de les rétrograder au rang de chair à canon. En exactement 6 petites minutes, cette quête de routine visant un dépôt de munitions russes allait se transformer en un speedrun de la mort contre les lois de la physique et une pluie d'explosifs. Nos 4 compères avaient garé leur engin de destruction pour vaporiser le hub logistique de Kartitsk, quand soudain leurs détecteurs se sont mis à clignoter, comme un sapin de Noël sous stéroïdes, affichant la pire aura possible. La signature électromagnétique d'un radar russe Zoopark 1M planqué à 38 km à l'est. Le boss final venait de les cibler. L'opérateur ennemi, sirotant sûrement son café bien au chaud dans son véhicule de commandement, ne s'était pas contenté de les repérer. Oh que non! Son système radar cheaté calculait déjà leurs coordonnées exactes avec une marge d'erreur de moins de 30 mètres. Un vrai wallach. Les mathématiques à ce stade, aussi brutales et impitoyables qu'un examen surprise. L'artillerie russe Smerch reliée à ce réseau avait un temps de réaction de moins de 4 minutes. Le compte à rebours de l'enfer était lancé. Les roquettes de 300 mm allaient leur foncer dessus à 200 mètres par seconde, ce qui laissait à notre équipe ukrainienne en sueur moins de 360 secondes, avant que leur position ne soit totalement effacée de la carte par une pluie de sous-munitions. Game over garanti. Le chef d'équipe a hurlé pour lancer la procédure d'urgence, crachant presque ses poumons. Il savait très bien que chaque seconde passée à taper sur son clavier amputait directement son espérance de vie. Faut dire que ce système Vilka M, ce n'est pas juste un vieux tas de ferraille soviétique retapé à la hâte. C'est l'arme légendaire de rang S du bureau d'ingénierie de Kiev, le summum de leur technologie. Chaque bestiau pèse 800 kg et embarque 170 kg d'explosifs, spécialement forgés pour percer le béton armé comme si c'était du beurre fondu. Mais le vrai sortilège de niveau divin, c'est son système de guidage. Le bidule utilise une triple navigation redondante. Il combine le signal GPS classique, une vraie triche en soi, le réseau russe GLONASS pour narguer l'ennemi et une unité de navigation inertielle de très haut niveau. En théorie, ce combo ultime permet de frapper avec une précision de 10 à 30 mètres, même à portée maximale. Sauf que cette précision légendaire a un coût en mana totalement exorbitant. En temps normal, transférer les données de vol cryptées et les coordonnées de la cible, depuis la tablette tactique blindée jusqu'au cerveau du missile, ça prend environ 3 minutes. Le temps de chargement le plus long de l'histoire. Mais ce soir, avec un radar ennemi qui illuminait leur position comme un projecteur géant sur scène, il fallait réduire ce temps de téléchargement à 90 secondes chrono. Une vraie dinguerie. À 22h32, l'ambiance a pris un tournant encore plus cauchemardesque. La guerre électronique est soudainement passée d'une simple observation passive à un blocage actif et agressif. Les forces russes, comprenant qu'une attaque imminente allait leur tomber dessus, ont balancé un brouillage massif sur toutes les fréquences GPS connues. Le serveur venait de cracher. L'écran du tir-off s'est mis à clignoter, les connexions satellites disparaissant une par une comme des points de vie, forçant notre pauvre artilleur à passer en mode manuel. Le pire cauchemar de tout joueur. Sans l'aide du satellite, il devait prier tous les dieux pour que ses coordonnées de lancement manuel soient précises à 5 mètres près. Une seule erreur de frappe ne signifiait pas juste rater la cible et avoir l'air bête. Ça voulait dire balancer 4 millions par la fenêtre tout en se mangeant de plein fouet l'attaque ennemie qui fonçait déjà sur eux. À 22h33 tapante, l'alerte rouge a retenti dans leur tête. Les capteurs thermiques du lanceur ont détecté de légers panaches de chaleur s'élevant à 32 km au nord-est. Les batteries russes Smerch venaient de cracher le feu. L'attaque ultime était lancée. Dans un duel d'artillerie, les lois de la physique sont de véritables tyrans absolus. Les roquettes ennemies suivaient désormais un arc mortel imparable, prévu pour s'écraser pile sur nos héros en sueur dans environ 4 minutes. Que le compte à rebours de la survie commence. Le système de chargement automatique du Vilka M est un véritable chef-d'œuvre de la mécanique. Il peut préparer et cracher un de ces monstrueux missiles toutes les 20 secondes chrono. Bien sûr, le manuel de sécurité pleurniche qu'il faut attendre 45 secondes, juste pour éviter que les tubes ne fondent comme du plastique. Mais ce soir-là, ces fameux manuels ont fini directement à la poubelle. Ils n'avaient que 30 secondes.
et à 22h34 tapante, le premier Vilka M a hurlé hors de son tube. Son moteur à propulsion solide a illuminé la nuit. Un flash thermique capté par absolument tous les capteurs dans un rayon de 50 km. Imaginez un peu la scène, une gigantesque colonne de feu de 40 mètres de haut. Autant dire qu'il venait de crier gentiment « Coucou, on est là » à tout le secteur ennemi. L'équipage n'a même pas pris une seconde pour admirer le beau spectacle aérien. Le tireur validait déjà la deuxième séquence, pendant que le pilote faisait frénétiquement rugir le moteur diesel de leur énorme monstre 8x8. Leur seul objectif, mettre les gaz et fuir à l'instant même où la dernière roquette quitterait le rail. La sacro-sainte doctrine ukrainienne est claire à ce sujet. Fuyez dans les 90 secondes après le premier tir. Sauf que parfois, réussir la mission prend carrément le pas sur votre propre instinct de survie. Il fallait vider ce foutu chargeur. Alors le deuxième missile est parti en trombe, à 22h34 et 30 secondes très exactement. Boum! Encore une magnifique explosion thermique venue s'ajouter à la grande fête des radars infrarouges. À ce stade, le radar russe Zoopark avait déjà scanné et affiné leurs coordonnées de tir. Une précision terrifiante d'à peine 10 mètres. Les corrections finales étaient envoyées illico à une batterie de lanceurs Smerch. Le chef d'équipage ukrainien entendit soudain cette douce mélodie, le sifflement supersonique caractéristique des roquettes lourdes en approche. Le genre de son qui murmure gentiment aux artilleurs. Spoiler, vous avez moins de 30 secondes à vivre. Et paf, le troisième Vilka M a déchiré le ciel à 22h35 pétante. L'onde de choc était tellement brutale qu'elle a fait exploser les fenêtres d'une ferme abandonnée à 200 mètres de là. Le revêtement thermique du lanceur commençait à se fissurer sous la pression. Le pauvre ne supportait plus cette chaleur infernale. Mais par un miracle absolu, la machine refusait de céder. Allez, plus qu'un seul tir pour la route. Le pilote a fait grimper le moteur à 2200 tours par minute. Sa main tremblante, prête à fracasser le levier de vitesse. 30 secondes plus tard, le quatrième et ultime missile a quitté le tube. Exactement au moment où la roquette russe s'écrasait violemment à 400 mètres au nord. Le sol a tremblé comme un fou furieux et ce mastodonte de 30 tonnes a bondi en avant. Il a littéralement massacré les buissons sur son passage pour fuir la zone. Une pluie de sous-munitions a alors pulvérisé la clairière, qu'ils occupaient quelques secondes plus tôt. Ouf, c'était -1. Bravo les gars, maintenant chaque unité russe à 100 km à la ronde veut votre peau. Mais c'était trop tard. 4 missiles de haute précision fonçaient déjà vers Kartsysk, à la vitesse folle de 1100 mètres par seconde. Ces beautés mortelles s'en fichaient royalement du chaos dramatique qu'elles laissaient dans leur sillage. À 22h40 tapante, le Vilka M de tête a amorcé sa chute mortelle. Il a percé l'altitude des 8000 mètres, plongeant droit dans la zone mortelle des défenses anti-aériennes russes. Le cerveau électronique du missile surchauffait. Il devait calculer ses mises à jour de trajectoire 50 fois par seconde, tout en balayant avec mépris les signaux de brouillage qui essayaient désespérément de le corrompre. Plus que 60 secondes au compteur avant que ce tube de métal ne livre sa cargaison explosive en plein dans le mille. Ou alors, il finirait en vulgaire statistique hors de prix, perdu dans la grande guerre électronique du Donbass. En franchissant l'espace aérien ennemi, son triple système de guidage redondant s'est réveillé en sursaut, détectant immédiatement que le signal GPS était en train de pleurer des larmes de sang face aux interférences. Le brouillage était d'une intensité absolument monstrueuse, un véritable mur électromagnétique massif conçu pour rendre ses armes de précision aussi aveugles que des taupes. Mais vous savez quoi? Les petits génies de Kiev avaient parfaitement anticipé ce scénario catastrophe. En moins de 500 millisecondes après avoir perdu le satellite, l'ordinateur de bord a sorti son atomètre. Le système du Vilka M a basculé avec une fluidité insolente, sur une navigation inertielle pure et dure. Rien ne pouvait l'arrêter. Ces gyroscopes à fibre optique dotés d'une immunité absolue contre le brouillage ennemi continuaient de calculer la moindre variation avec une précision diabolique, déviant de moins de 0,2 degrés par heure. Pendant ce temps, à 28 km au-delà, le radar d'un blindé antiaérien Thor M2 s'affola soudain en détectant la menace imminente. L'opérateur fixait son écran avec un sourire confiant. La cible plongeait à 6000 mètres d'altitude à une vitesse supersonique, en plein dans sa zone de frappe. Le système de ciblage du Thor verrouilla impitoyablement sa proie. Son antenne à balayage électronique entra en surchauffe, concentrant 600 kW d'ondes radiofréquences
pile sur la silhouette du Vilka M, comme un projecteur de la mort. Verrouillage confirmé à 22h41 et 15 secondes pétantes. Le Tor M2, c'est tout simplement le boss final de la défense russe contre les munitions de précision. L'arme absolue, forgée spécialement pour pulvériser ce genre de jouet. Les missiles peuvent vaporiser n'importe quoi entre 1 et 15 km, jusqu'à 10 000 mètres de haut. Entre la détection et le tir, le système ne cligne des yeux que 5 à 7 petites secondes. Et ces intercepteurs atteignent quasiment Mach 3 en 2 secondes, jaillissant de leurs tubes tels des dragons enragés. Enfin, ça c'est contre des cibles basiques qui suivent gentiment une courbe prévisible, comme des PNJ dociles. Cette interception aurait dû être une formalité mathématique, mais le Vilka M n'avait aucune intention de jouer selon les règles. À 22h42 précise, pile au moment où l'opérateur jubilait avec son doigt sur la détente, le système de guidage de la roquette déclencha sa carte maîtresse. Une manœuvre d'esquive spectaculaire. Un virage éclair de 15 degrés sur la gauche, tout en gardant son angle de chute, comme un véritable maître des arts martiaux aériens. Une feinte de corps invisible à l'œil nu, mais qui provoqua un séisme monumental sur l'écran radar. La roquette venait de sortir l'air de rien de la zone de destruction précalculée du Tor, forçant l'ordinateur de bord russe à faire un gros caprice, effacer ses données et tout recommencer de zéro. En sueur et au bord de la crise de nerfs, l'opérateur martela le bouton d'engagement automatique à l'aveugle. Et 30 secondes plus tard, 2 missiles furieux crachèrent des flammes en quittant leur tube. Le premier intercepteur grimpa comme un fou furieux vers le point d'impact supposé. Son système hurlant, littéralement, à la station au sol pour obtenir la position d'une cible fantôme. Mais les concepteurs du Vilka M avaient farmé les stratégies russes pendant des années. Ils connaissaient ce pattern par cœur. À 22h42, la roquette plaça un nouveau pas de danse diabolique. Cette fois, une esquive sauvage de 20 degrés vers la droite avec un léger déhanché vers le haut. Cette pitrerie n'ajouta que 300 petits mètres à son vol plané, mais envoya la solution de tir du Tor directement aux oubliettes. Échec et mat. Voyant que son premier duo de missiles allait frapper dans le vide, l'opérateur, livide, passa en mode manuel. Je vais me le faire moi-même. Son écran affichait le monstre à 3000 mètres d'altitude, fonçant à 18 km de distance, avec un impact sur le dépôt prévu dans moins de 60 misérables secondes. Le compte à rebours de la mort était lancé. Il cracha 2 missiles supplémentaires tout en hurlant à l'aide sur le canal radio des unités voisines. Un système Pantsir S1 en planque à 12 km à l'est capta le SOS et commença à balayer rageusement son secteur. Ce deuxième round de missiles s'en sortit beaucoup mieux, porté par l'énergie du désespoir, leur détonateur de proximité explosant à moins de 50 mètres du Vilka M dans un fracas assourdissant. Une pluie de shrapnel lacéra sa peau d'aluminium, mais sa cuirasse et son cœur de guidage s'en moquèrent éperdument. 0 dégâts critiques. Cette explosion frôlée eut quand même le mérite de le faire trébucher. Ses capteurs ultra sensibles détectèrent une déviation de 2 degrés. Alerte, perte d'équilibre. Mais l'ordinateur de bord corrigea ça d'un simple battement d'aileron, imperturbable, franchissant la barre des 1500 mètres d'altitude. Et c'est là que le drame absolu frappa. Un second Vilka M entra dans l'arène, avec pile 30 secondes de décalage. L'équipage du Tor, hypnotisé par la première cible, n'avait absolument pas vu venir ce joueur 2 avant 22h43. Le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Plus que 4 malheureux missiles en stock. Et voilà que 2 boss de niveau max leur fonçaient dessus à une vitesse ahurissante. Le manuel stratégie disait de taper le plus proche. Facile à dire depuis un bureau. Mais gérer 2 fusées supersoniques en plein mode esquive de la mort, le système frôlait le fameux écran bleu de la mort. Le Super Pantsir S1 a bien essayé de faire le héros, mais les lois de la physique lui ont sèchement dit non. Les roquettes Vilka M jouaient les ninjas, se faufilant pile dans son pire angle mort, obligeant cette gigantesque tourelle de métal pataude à pivoter de 140 degrés tout en résolvant des équations impossibles. Autant demander à un escargot de faire du breakdance. Le temps qu'ils finissent de chauffer, la première roquette était déjà descendue sous la barre des 500 mètres. Elle rasait le sol en mode fantôme, rendant toute tentative d'interception littéralement cauchemardesque. À moins que les opérateurs russes ne se découvrent soudainement des pouvoirs magiques, dans les 60 prochaines secondes, ces monstres d'acier allaient tout pulvériser sans aucune pitié. 22h49, la première Vilka M lançait son sprint final à 8 petits kilomètres du dépôt de Kartisk.
la sueur coulait à flot. 4 systèmes de défense paniqués ont braqué d'un coup tous leurs capteurs sur cette menace cosmique. Leurs ondes radars se croisaient dans le ciel comme des projecteurs de discothèque cherchant désespérément la star de la soirée. Les 45 prochaines secondes allaient annoncer le score final. Soit le plan machiavélique ukrainien faisait mouche, soit tout finissait en un pitoyable feu d'artifice de ferraille fumante. L'équipage du Thor N2 n'avait plus qu'un seul jet de dés pour sauver sa peau. Leur écran radar affichait ce maudit projectile surfant sur le relief comme un pro du skate. À 400 mètres d'altitude, se cachant lâchement derrière une petite crête pour masquer son approche. Dans 15 secondes, il allait surgir de sa cachette pour plonger en piqué tel un faucon enragé. Le tireur a programmé ses derniers missiles sur le point d'apparition prévu, priant tous les dieux possibles et imaginables. Le doigt tremblant au-dessus du bouton rouge. À 3 km de là, un deuxième Pantsir S1 débarquait enfin dans l'arène. Ce bijou de technologie crânait avec ses 12 missiles téléguidés censés pouvoir faire le ménage jusqu'à 20 km. Ces pauvres gars essayaient de verrouiller la Vilka M depuis qu'elle avait plongé sous les 1000 mètres. Mais l'écran n'affichait qu'une bouillie de pixels à cause des interférences du sol. L'angoisse totale. Leur radar surpuissant pédalait dans la semoule, changeant de fréquence frénétiquement, tentant de percer le brouillage causé par leurs propres alliés. La blague absolue du tir ami électronique. Zéro chance. Échec critique, l'ultime rempart avant l'apocalypse du dépôt, c'est un vieux coucou, le ZSU-23-4 Shilka, garé en panique sur le parking nord. Ces 4 canons de 23 mm pouvaient cracher 3400 pruneaux à la minute. De quoi dresser un mur de plomb pur jus censé transformer n'importe quelle cible volante en passoire géante. Le tireur a fait pivoter sa tourelle en sueur vers l'angle d'attaque supposé. Sauf que son système de visée pataugeait complètement, incapable de distinguer le missile mortel d'une Zuldir colline en arrière-plan. À la vitesse folle de 300 mètres par seconde, il n'aurait que 3 misérables secondes pour tirer avant que le monstre ne lui explose au visage. Tic, tac. 22h49 tapante. Le boss de fin, la Vilka M, a bondi par-dessus la crête, pile là où le tireur du Thor l'attendait. Jackpot. Les 2 derniers missiles sont partis au quart de tour, crachant leur tripes. Leur réacteur enflammait la nuit noire vers la zone de collision. La cible ennemie tombait sous les 380 mètres, sur une trajectoire balistique implacable qui allait raser le dépôt dans exactement 12 secondes. La défense n'avait que 8 secondes pour jouer les héros héroïques. Mais bien sûr, c'est à cet instant précis que la deuxième roquette a décidé de faire son entrée fracassante. Surgissant de la même crête à 2 km au nord. L'équipage du Pantsir, littéralement en crise de panique face à ce joueur inattendu, a pris une décision éclair qui envoyait valser chaque putain de page de leur manuel d'entraînement. Le chaos absolu. Au lieu de concentrer leurs tirs pour anéantir la menace principale comme de vrais pros, ces génies ont totalement paniqué et divisé leurs forces. Ils ont balancé les missiles Proie 57 E6 sur chaque roquette en approche. Oubliez le manuel de combat, cette panique monumentale a littéralement réduit leur champ de survie à 0. Leurs missiles téléguidés, filant à Mach 3, avaient besoin de 8 petites secondes pour faire mouche. Mais forcer le pauvre radar de tir à loucher des 2 yeux sur 2 cibles ultra rapides jouant à chat dans les directions opposées a fait planter leur système de visée de manière spectaculaire. Game over. Pendant ce temps, l'ogive principal Vilka M montrait des crocs, s'armant tranquillement à 200 mètres d'altitude. Ses circuits d'impact s'illuminaient joyeusement pendant que l'altimètre affinait sa trajectoire mortelle. Le tout en ignorant royalement les brouilleurs russes qui hurlaient au sol comme des enfants capricieux. En bas, les manutentionnaires couraient dans tous les sens comme des fourmis affolées. Ils ont lâchement abandonné leur chariot gavé de roquettes de 122 mm. Sauf qui peut. L'alarme avait bien sonné 30 secondes plus tôt, c'est vrai. Mais déplacer des milliers de tonnes d'explosifs capricieux demande des heures, pas de la magie spatio-temporelle. À 22h50, les missiles Thor ont frôlé le Vilka M à 30 petits mètres, juste assez pour le chatouiller. Mais avec cette vitesse folle et un angle d'approche aussi absurde, c'était mathématiquement voué à l'échec. Les 2 intercepteurs ont explosé dans le vide avec un misérable pouf. Bien loin derrière la roquette qui entamait déjà son majestueux plongeon fatal. Leurs éclats de métal n'ont même pas pu égratigner notre projectile supersonique, beaucoup trop lent.
Le système Shilka a alors craché ses poumons à 600 mètres de distance, ses 4 canons inondant le ciel de balles traçantes pour créer un pitoyable mur de métal désespéré. Le tireur a écrasé la détente pendant 2 secondes et demie, priant tous les jeux possibles, gaspillant 280 munitions pour défier les lois de la physique. Spoiler, la physique a gagné. Surprise, le troisième Vilka M a fait son entrée 20 secondes plus tard par l'est, là où la défense était une vraie passoire. Il a profité de la panique générale pour glisser entre les mailles du filet radar, tel un assassin de l'ombre. Dans tout le dépôt, les sirènes hurlaient à la mort pendant que le personnel fuyait vers des bunkers en béton. Des bunkers qui, soyons honnêtes, allaient se transformer en jolis cercueils face à ce qui arrivait. À 22h49 et 10 secondes précises, le radar de l'ogive principal a flashé le toit de l'entrepôt à 5 mètres en dessous d'elle. Ding dong, livraison. L'ogive a percuté sa cible de plein fouet, libérant la fureur de ses 170 kg d'explosifs purs. L'onde de choc a balayé le mur et comme un vulgaire château de cartes. Mais attendez, ce n'était que l'amuse-bouche. À l'intérieur dormaient des milliers de tonnes de munitions, prêtes à offrir le feu d'artifice le plus spectaculaire du Donbass. 5 secondes plus tard, à 22h49 et 15 secondes, les flammes de la première explosion ont gentiment frappé à la porte de la montagne de munitions la plus proche. De magnifiques palettes d'obus d'artillerie de 152 mm, empilées sur 4 mètres au mépris total des règles de sécurité, se sont pris l'onde de choc en pleine face. Bravo l'inspection du travail. La pression a écrasé l'air entre les caisses en bois avec une force titanesque, faisant grimper la température au-delà des 3000 degrés Celsius en une fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle un sacré coup de chaud. En moins de 300 millisecondes, la première réaction en chaîne a vomi un enfer de flammes. Un enchaînement cataclysmique qui a transformé un simple entrepôt en une véritable arme de destruction massive. Le deuxième Vilka M s'est invité à la fête 30 secondes après, frappant violemment le bâtiment nord. Son ogive a transpercé le toit blindé comme du beurre pour exploser au beau milieu des roquettes BM21 Grad, le combo parfait. Chaque roquette de 122 mm cachait 18,4 kg de carburant solide. Un joujou qui brûle sagement à 2200 degrés en temps normal ou qui explose avec la fureur des enfers quand on le brusque de la sorte. Quel grand spectacle. Boum! 600 roquettes crachant le feu d'un seul coup, c'est ce que j'appelle une introduction explosive. Les 15 tonnes du toit, balayées d'un revers de main, la structure s'est envolée en tourbillonnant comme une vulgaire carte à jouer. À 22h50 et en l'espace de 20 secondes, le troisième Vilka M a décidé de s'inviter sans frapper au hangar ouest. Sa cible, un magnifique buffet à volonté de roquettes Grad 9 M22U parées de leurs ogives dernier cri. Ces petits joujoux mortels ne se contentaient pas d'une simple explosion, ils cachaient dans leur ventre des distributeurs de sous-munitions. Le plan de base, saupoudrer de charmantes mines antipersonnelles sur toute la zone, comme un jardinier sème de la mauvaise herbe. Sauf qu'avec cette chaleur infernale, ces petites surprises ont joyeusement décidé de péter un plomb à l'intérieur même de leur boîte. Un feu d'artifice secondaire complètement dingue qui a pulvérisé les piliers, pliant ce gigantesque bâtiment comme un simple château de cartes. Et comme si ça ne suffisait pas, le carburant s'est mis à gicler dans tous les sens. Un véritable crachat de dragon façon napalm. Une horreur collante qui s'agrippe à vous comme une sangsue et qui continue de brûler même sous l'eau. Un cauchemar absolu. 22h51, les flammes gourmandes ont finalement atteint le gros lot, le boss final de ce foutu dépôt. Je vous présente les célèbres missiles Sol-Air S-300 qui dormaient si sagement dans leur configuration de stockage. Chaque monstre de type 5V55, c'est 133 kg d'explosifs purs baignant dans un océan de carburant volatile. L'onde de choc, un titan invisible qui a instantanément soufflé toutes les vitrines du centre-ville de Kartitsk. À 3 km de là, la secousse était si colossale que les sismographes ont cru à un caprice de la terre-mère. Ils ont tout éparpillé dans de minuscules plantes, transformant leur logistique huilée en une gigantesque blague administrative. Pendant ce temps, à Moscou, panique totale. Les bureaucrates en sueur hurlaient de planquer d'urgence les miettes de leur arsenal.